qui va remplacer la réalité. C'est une approche. Mais bon, un jour, je me suis dit, comment pourrais-je faire pour traduire cet espace? Et la stéréophotographie paraissait être une bonne réponse. J'ai donc bricolé un appareil et puis je me suis lancé. Et depuis, je n'ai pas fait autre chose. Stéréophotographie, on peut la dater à 1860, c'est ça? Vous m'avez dit oui, ça, très grossièrement. Une dizaine d'années après la naissance de la photographie, on commençait déjà à faire de la stéréophotographie. Un appareil étonnant à côté de vous, vous pouvez peut-être nous le montrer de plus près. En l'occurrence, moi quand je pense 3D, je pense innovation, technologie, Internet. Eh bien non, a priori, puisqu'on a là ce soir un appareil d'archive. Je le mets comme ça ou je le mets comme ça? Ah, bah, mettez-le, la caméra va suivre, vous inquiétez pas. Voilà, c'est parfait là. Donc ceci est un exemple de ce qui se faisait il y a une quinzaine d'années. Il s'agit d'un appareil photo stéréoscope photographique qui est constitué de 2 boîtiers réflexes qui ont été par une petite société allemande. Je peux la citer parce qu'elle est tellement petite. Elle s'appelle Raumbild Technik, RBT. Donc cette société sciait les boîtiers en 2 d'une manière telle qu'on puisse assembler ces 2 boîtiers, avoir 2 baïonnettes pour recevoir 2 objectifs, 2 chambres noires, 2 obturateurs, le tout synchronisé, et de bénéficier, si vous voulez, des raffinements qui sont nécessaires pour que justement, comme le disait tout à l'heure notre interlocutrice, notre voisine, eh bien, il faut vraiment de la qualité, de la rigueur pour faire de bonnes images stéréo, qu'elles soient fixes ou animées. Et ça, c'était parfait. Ce qui fait que ça vaut cher. Ah, un engin comme ça, en 1992, ça valait le prix d'un Nikon F4 à l'époque, alors que c'est fait sur la base d'un Ricoh XRA2 ou 3. Et là, vous commencez à me parler chinois, là, mais oui, enfin, je veux dire qu'en gros, c'était un prix élevé, alors que c'était un boîtier grand public. Voilà. D'accord, donc pour la stéréographie, on va le rappeler quand même, qui est née en 1860. Donc finalement, dans ces années-là, oui. La 3D est historique. Donc, quand on pense 3D, on pense aussi animation, en l'occurrence. On accueille ce soir Thomas Letcher, directeur du pôle Visimo 3D Events. Voilà, j'ai pas encore retenu. V3D Events. V3D Events, voilà. On peut raccourcir le truc. Vous, pour le coup, historiquement, vous venez... Alors, bon, à titre personnel, comme beaucoup de personnes de ma génération, c'est le jeu vidéo. Voilà, c'est ça. À la 3D. Au niveau de l'entreprise, c'est parti d'un constat simple. Donc le nom de l'entreprise, c'est Visimo 3D. On est venu du monde de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un plan 2D et puis on s'est dit, bon, à quoi ressemble l'appartement en vrai? On a fait le plan en 3D, on a mis une caméra dedans et les gens se déplaçaient à l'intérieur pour découvrir l'appartement virtuellement. Et ça marche. D'un jeu vidéo. Enfin, on le voit sur contactcité.com, on a des visites virtuelles. Voilà, effectivement, maintenant c'est devenu un très grand standard, je dirais, de l'immobilier. À l'époque, donc là c'était il y a 4 ans et demi, 5 ans, c'était relativement nouveau, en tout cas sur le marché français. Et c'est ce qui a permis à la société de s'envoler. Maintenant, c'est vrai qu'avec la crise immobilière qu'on a connue en 2008, et puis de toute façon, avec les métiers qu'on a en interne dans l'entreprise, on a diversifié notre savoir-faire pour aborder des métiers beaucoup plus larges. Maintenant, on parlait d'animation 3D, c'est vrai que ça concerne une partie de la 3D, tout ce qui va être film d'animation en l'occurrence, mais on a également une deuxième technologie qu'on utilise beaucoup, qui est la 3D temps réel. Qui elle donc est très empreinte au monde du jeu vidéo. Pour l'expliquer très rapidement, la 3D temps réel. 3D temps réel, c'est la technologie du jeu vidéo puisque la 3D s'adapte en temps réel, on va dire, aux actions de l'utilisateur, contrairement à la 3D précalculée qui elle, comme son nom l'indique, est calculée en amont de l'événement. C'est-à-dire que là typiquement on a un film d'animation type Shrek, c'est-à-dire que chaque action de l'utilisateur doit être anticipée pour pouvoir avoir des séquences adéquates en fait. L'autre application, enfin en tout cas il y en a une autre que j'ai eu le plaisir de découvrir à l'aéroport d'Orly il y a peu de temps, c'est l'hologramme qui est développé par l'œil du chat. Fabien Rigaud est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Directeur donc de l'œil du chat. Effectivement ça aussi c'est assez hallucinant. On n'est pas sur du relief pur, on n'est pas sur de l'animation, on est sur une hôtesse de l'air qui nous accueille en hologramme. Est-ce que a priori cette technologie est vouée à remplacer l'humain ou à lui être complémentaire en tout cas? Aujourd'hui, cette technologie, elle a pour but d'étonner, de capter l'attention en remplacement des affichages traditionnels. C'est-à-dire que il y a constamment des directeurs com, directeurs marketing nous disent voilà, les médias traditionnels ne séduisent plus, ne captent plus. On parle de quoi? On parle des écrans LCD classiques qu'on a l'habitude de voir. Je souhaite toucher mon audience, je souhaite véhiculer un message avec une visibilité. Donc pour ça, comment étonner, comment susciter de l'émotion? Les hologrammes, c'est
des produits que nous proposons, que nous avons effectivement développés. Vous appelez ça l'effet waouh. L'effet waouh. Exactement ça. On voit le truc, on se dit waouh. Exactement. Ouais. Donc voilà, amener de l'émotion, amener de l'effet waouh. Pourquoi ? Pour mieux communiquer, pour mieux se présenter, pour mieux se diriger, pour mieux informer les gens. Voilà, donc on peut travailler pour des aéroports, pour des musées, pour des marques, dans l'idée généralement de diffuser du message d'accueil, du message publicitaire. Donc ça peut être ces différents axes qui peuvent être exploités par nos clients. Est-ce que vous répondez à un besoin ou est-ce que vous avez créé un besoin? Bref, est-ce que la 3D aussi fait partie intégrante du monde du business? On en parle juste après la pause. Restez avec nous. Peut-être outil de marketing puissant pour les entreprises. Fabien Rigaud, vous êtes avec nous, directeur de l'œil du chat, qu'on connaît, en tout cas que je connais via les hologrammes d'Orly, mais vous faites beaucoup d'autres choses, hein, bien sûr. Vous évoquiez la problématique suivante, à savoir, on a répondu peut-être à un besoin d'entreprise qui en avait marre du marketing traditionnel, de la pub traditionnelle, c'est ça? C'est ça. Il y a une baisse d'efficacité des médias classiques. On parle en point de vente, en événement, en showroom. Médias classiques, il y a le affichage. C'est-à-dire de l'affichage LCD traditionnel, du mur d'écran, ce que les visiteurs, le public, l'audience a l'habitude de voir. Comme l'audience ne regarde plus, il faut trouver des nouvelles solutions. Les nouvelles solutions, c'est de trouver des choses, on parlait d'effets waouh, voilà, qui suscitent de l'intérêt, de l'émotion. À partir du moment où on est captif, on a gagné une première partie et ensuite il faut véhiculer le bon message. Donc voilà, nous, notre job, c'est d'aider les entreprises à augmenter la puissance de leur message de communication, à renforcer leur message par une nouvelle visibilité, quelque chose d'étonnant, de non ordinaire, de non classique, qui surprend. Aéroport de Paris. Ils sont extrêmement ravis de l'effet, puisque effectivement, on le voit quand on se balade, les gens regardent, sont étonnés, trouvent ça intéressant, et de 7 ans à 77 ans, il y a cet effet. Vous parlez de susciter l'émotion, qui est bien sûr lié à un effet marketing fort. Thomas Letcher, il y a aussi peut-être ça dans l'évolution de votre entreprise. Il faut être à la fois innovant, c'est-à-dire investir en R&D, mais aussi aller peut-être chercher l'esprit créatif chez tous vos employés pour être suscitant d'émotions. Je sais pas si ça se dit. Exactement. En fait, moi je vous rejoins complètement sur le côté. Il faut renouveler le marketing. En fait, on est obligé donc d'apporter quelque chose de nouveau. Forcément, on est obligé de renouveler. Nous, on a été labellisé Jeune Entreprise Innovante maintenant il y a quelques années. On a gagné le trophée e-commerce aussi il y a 2 ans pour le salon virtuel. Le salon virtuel, c'est ni plus ni moins qu'un salon physique porté en virtuel. Pour répondre à la problématique de l'outil marketing innovant qui se renouvelle, je dirais, on a été obligé d'apporter à tous les utilisateurs tout un panel d'outils et fonctionnel et graphique, parce qu'effectivement maintenant on attend l'effet waouh à tous les coins de rue. La 3D à proprement parler, c'est l'effet waouh, sinon on a raté en fait ni plus ni moins notre mission. Et à ça on apporte tout un panel d'outils qui permet une interactivité complète entre tous les visiteurs, tous les exposants. Tout le monde discute, c'est dans un univers qui est 3D, qui est joli, et c'est ultra efficace. Et là c'est un outil marketing pur et dur, qui là pour le coup est porté exclusivement sur le web. Et qui se vend bien ou pas? Et qui se vend cher ou pas? Plus que la publicité traditionnelle? Qui se vend cher? Non, moins cher que la publicité traditionnelle, et qui marche bien. C'est-à-dire qui remplit ses objectifs au sens où les exposants font du business, font un business qui est beaucoup plus qualifié que sur un salon physique, je dirais. Et c'est quelque chose qui commence à rentrer dans les mœurs actuellement en France. C'est quelque chose qui existe depuis 10 ans aux États-Unis, mais là c'était à cause de la taille du pays et surtout à cause des événements du 11 septembre, puisqu'il y a eu une légère peur de prendre l'avion aux États-Unis. Donc il y a eu ce principe qui s'est mis en place du salon virtuel, et c'est quelque chose qui maintenant prend son essor en France, en Europe, et qui prend vraiment ses lettres de noblesse d'un point de vue fonctionnel, et c'est vraiment moins cher. Est-ce que le virtuel est amené à remplacer le réel, ou est-ce qu'on est vraiment pour le coup là, enfin le physique en l'occurrence? On est dans une complémentarité. Là, réellement, c'est-à-dire qu'on a dit de la photographie quand elle est arrivée que ça allait tuer la peinture. Ça n'a pas été le cas. On a
dit pareil du CD et du vinyle. Là, c'était un peu plus le cas. Pour le virtuel et le physique, on est exactement dans la même problématique, c'est-à-dire que le virtuel ne remplacera jamais le physique pour une quantité de problématiques très importante, mais on apporte quelque chose de supplémentaire. Je prends un exemple très simple. Lors d'un live, par exemple, c'est-à-dire une conférence qui se fait d'un orateur vers une assemblée, en physique, c'est un message qui est unidirectionnel. C'est l'orateur qui diffuse son message à l'assemblée. Là, en virtuel, on peut se permettre d'avoir un retour de l'auditoire par rapport à l'orateur pour poser des questions ou alors pouvoir émettre un sondage d'opinion sur l'ensemble des auditeurs. Ça, c'est des choses qui sont rendues possibles par le virtuel. Donc on apporte quelque chose au physique sans velléité de le remplacer aucunement. Et Michel Patrick Loret, vous cherchez à rendre le virtuel de plus en plus réel, en fait. C'est à ça que vous travaillez depuis 30 ans. Oh, écoutez, je ne sais pas si on peut exprimer ça de la sorte, mais en tout cas, mon objectif, dès lors que j'ai découvert la stéréophotographie, ça a été de me dire, j'ai la chance d'être sur un Grand Prix de F1, de côtoyer Michael Schumacher, de découvrir Ayrton Senna et tous ces grands champions de l'époque. Il y a des passionnés de Formule 1, tout le monde le sait, mais on va essayer de leur faire toucher de l'œil, si je puis dire, cette réalité tridimensionnelle. De la même façon, la voltige aérienne, c'est quelque chose qui fait envie à beaucoup de jeunes, en tout cas c'était le cas de ma génération. Et je pense que là, on a affaire, par la photo ou la vidéo stéréoscopique, on a affaire à, je dirais, une machine à se transporter dans le temps et dans l'espace. Et c'est un peu complémentaire de ce que vous disiez, c'est que c'est véritablement une machine à voyager dans le temps. Et dans l'espace, évidemment. Et en plus de ça, ça a des vertus pédagogiques. Alors moi, actuellement, après avoir eu des périodes très difficiles, puisqu'à l'époque, la stéréo n'était pas à la mode, maintenant ça le devient, et c'est tant mieux, eh bien, je travaille à la réalisation avec un associé d'un produit qui peut être aussi considéré comme un produit pour le marketing. Il s'agit d'une carte qui est pliée, que l'on déplie en 3 mouvements, parce qu'il faut rester dans les 3. Et avec ceci, on a créé... C'est un chiffre d'or, c'est ça? Un chiffre d'or, oui. Et ainsi, on a créé une mini-salle de cinéma. Chacun peut donc y pénétrer à sa guise et découvrir. Évidemment, c'est une image fixe, mais ça permet de découvrir un objet. Et par conséquent, on peut faire une présentation d'objets. Nous travaillons d'ailleurs pour la réalisation du même produit en ajoutant des fragrances pour ajouter à l'ambiance de là, on est sur le 4D alors. Parce que on arrive pratiquement à une 4e dimension. Isabelle Gollens va nous en parler tout à l'heure. D'ailleurs, on en discutait tout à l'heure avec Isabelle Gollens. On a toutes les deux le même problème. Cécile, vous êtes diplômée en optique, ingénieure en optique. Oui. Nous, avec Isabelle et moi-même, on a beaucoup de mal à aller voir un film en 3D parce qu'on a des problèmes de vision. Ça dérange aussi la vision. Comment on explique ça, cher docteur? Alors, il y a plusieurs phénomènes qui sont à prendre en compte. Il y en a 2 surtout. Le premier, c'est notamment la qualité en fait du film que vous allez regarder. Parce qu'on parle beaucoup de l'effet waouh, mais nous on essaye de l'éviter parce que l'effet waouh c'est sympa pendant 5 secondes, mais pendant 90 minutes ça va être vraiment dérangeant. Argument de vente, elle vient de vous tacler là. Non mais c'est bon, c'est pas la même audience après. Hein. C'est sûr qu'en effet quand la personne passe pendant 10 secondes, il n'y a pas de souci. Par contre, pour un film, c'est pas possible. Donc nous, on va travailler vraiment sur la génération de contenu qui est agréable à regarder. Donc on va être très méticuleux sur... il y a toute une grammaire, en fait, quand on tourne un film en 3D relief à respecter. Sinon, c'est inconfortable. Et ensuite... C'est fatigant, surtout. Et alors, le deuxième point, c'est que c'est assez fatigant parce qu'en effet, quand on reproduit l'image en 3D et qu'on va la regarder, les yeux vont être en adaptation constante. Donc certaines personnes peuvent tolérer cette adaptation plus facilement que d'autres, et ce qui veut dire que voilà, certaines personnes le prennent mieux que d'autres en fait. C'est bon, ça. Le débat est lancé, quelques tacles aussi ont été lancés. On y répond dans quelques instants, juste après une courte pause sur BFM Business. Restez avec nous. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Sidonie. Alors l'Acadé, on ajoute tout simplement une nouvelle dimension à la 3D. Cette 4e dimension ne fait plus seulement appel à l'ouïe et à la vue, mais elle plonge le spectateur dans la scène grâce à des effets spéciaux, interactifs et surtout sensoriels. En plus du relief, donc le spectateur est immergé dans ce qu'il est en train de regarder grâce à des mouvements, des vibrations, bref, des sensations physiques. Alors effet le plus connu, on simule le mouvement qui apparaît dans le film en installant les spectateurs sur des fauteuils
vibrants. Peuvent être utilisés également des brumisateurs d'eau, des souffleries, des effets lumineux, le tout pour mettre le spectateur en situation. Alors en France, c'est le Futuroscope qui s'est lancé en 2009 avec Arthur, l'aventure 4D, l'adaptation 4D du film d'animation de Luc Besson, Arthur et les Minimoys. Alors vous êtes à bord d'une coquille volante, le véhicule imaginaire du monde des Minimoys, et par exemple lorsque vous traversez une toile d'araignée, vous ressentez les chatouilles de ses pattes dans le cou, une grenouille vous postillonne dessus et vous recevez des petites gouttes d'eau, effet sensation réelle garantie. Alors attention, prises séparément, apparemment rien de très nouveau dans toutes ces technologies. Ce qui fait la particularité de ces attractions, c'est l'accumulation des effets spéciaux et leur bonne réalisation. Je sais pas si j'ai envie de me sentir chatouillée par des toiles d'araignée. Enfin, bon, bref, ça c'est une vision toute personnelle. Ça nécessite forcément des équipements particuliers supplémentaires. Et du coup, Isabelle, c'est beaucoup plus coûteux. Oui, c'est le frein à la 4D. Le principal frein, c'est le frein financier. Alors, un exemple, une des salles de cinéma en pointe sur la 4D est asiatique et plus particulièrement thaïlandaise. Il s'agit du Siam Parangon Cinéplex à Bangkok. Le propriétaire a investi $1,5 million pour permettre à ses spectateurs de voir ses films en 4D. Et grande nouveauté, en fait, il ajoute des effets 4D à des films classiques en 2D qui n'ont absolument pas été conçus à la base avec cette technologie. Alors des stimulations sensorielles 4D supplémentaires sont proposées, vent, eau sur le visage et même des odeurs. Et c'est là-dessus que l'industrie des effets spéciaux commence à se pencher en reprenant un vieux procédé expérimenté dans les années 60, le Smell-O-Vision. L'idée est simple, on projette des effluves de parfum pour immerger de façon encore plus réaliste le spectateur dans l'ambiance du film. Walt Disney lui-même a même voulu intégrer cette technique à son film Fantasia dans les années 40, mais a vite abandonné l'idée pour raisons financières. Le géant américain General Electric a lui aussi tenté une incursion dans ce domaine avec son système Smellorama, une expérience ciné olfactive. Il présentait une rose en 3 dimensions qui diffusait des effluves de fleurs. Merci Isabelle pour cette chronique fleurie donc et toute en sensorialité, je sais pas si ça se dit. Enfin bon bref, on a envie d'enterrer la 3D avant qu'elle se développe. Cécile Gruber. Oui. Je pense qu'il est un peu tôt pour l'enterrer, mais non, c'est sûr que ça. Bon, c'est une technologie assez vieille, hein, comme vous l'avez dit, ça fait 150 ans qu'on fait de la 3D. Il y a encore des améliorations, mais bon, il y aura des améliorations pour la 4D aussi. On a déjà du mal à apporter la 3D chez les personnes dans leur salon. Ouais. Ça va être encore plus dur pour le 4D, donc autant y aller par étapes. Mais Isabelle évoquait des investissements, notamment en Thaïlande. En tout cas, voilà, est-ce que l'Asie va plus vite que nous dans ce développement et cet engouement pour cette nouvelle technologie? Ah bah pour Serolabs, tout à fait. Nos principaux clients sont en Asie, particulièrement en Corée, Singapour, Hong Kong. C'est complètement différent et il y a un dynamisme très fort là-bas. Bon aussi parce qu'il y a les fabricants de téléviseurs 3D, donc c'est sûr que ça stimule énormément, mais même dans le comportement d'achat, c'est totalement différent. Parce qu'on est sur des pays à croissance à 2 chiffres, enfin c'est purement macroéconomique ou c'est vraiment même à la limite culturel? C'est aussi culturel, parce qu'il y a vraiment une attraction pour l'innovation, pour les nouvelles technologies. Bon, le point noir chez nous, c'est quoi alors? C'est qu'on est un peu frileux à investir. Là, je pose la question de façon générale à tout le plateau, ou est-ce que c'est parce qu'on n'est pas assez développé en termes de technologie, on n'est pas assez innovant? On a peut-être un manque de moyens, je dirais, en France. Nous, on regarde pour s'exporter à l'international. Actuellement, nous, avec les salons virtuels, entre autres, on est très soutenu par certains organismes, type UbiFrance, par exemple, qui font un boulot énorme pour apporter, je dirais... qui aide à la promotion des entreprises à l'étranger. Des entreprises françaises à l'étranger. Ils font vraiment un boulot énorme sur les constitutions de dossiers, sur les aides et ainsi de suite. Et par contre, ils sont très peu connus, je dirais, des entrepreneurs. Alors après, certains les connaissent forcément. Et ces aides-là sont nécessaires et primordiales. Pour la simple et bonne raison que... nous, on est dans le monde de l'Internet. Donc il paraît logique de penser que n'importe qui peut acheter, n'importe qui a accès à la technologie. Certes, maintenant, nous, cette technologie, il faut la vendre. On a des clients qui, sans forcément coller au modèle allemand, puisque d'un point de vue culturel, en France, ça ne pourrait pas forcément coller, mais on a beaucoup de choses à apprendre, effectivement, de nos voisins européens. Ce qui est paradoxal, c'est que sur la 3D en général, la France semble être une excellente formatrice.
on bénéficie d'une très bonne image, je dirais, en France. Maintenant. De qualité ? De qualité, oui. De qualité. Maintenant, bon, on évoquait les pays asiatiques. On parle beaucoup de l'Inde aussi dans tout ce qui est infographie et développement maintenant. C'est des pays qui sont actuellement suiveurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réelle création. Je vais me faire taper dessus, mais il n'y a pas réellement de création. Ça reste quand même beaucoup de directives qui sont données soit par des studios américains, soit par des studios européens. Et c'est beaucoup de mise en œuvre faite là-bas. Alors moi, je parle dans le monde de la 3D tel que nous, on le connaît chez Visimo. Voilà, maintenant le jour où eux prendront des vraies créations, des vraies prises de risques au niveau des pénétrations de marché, ce sera redoutable. Là, il y a danger pour vous, voilà. Parce qu'ils ont la force de frappe financière. Ils ont une force de frappe et financière et de production énorme. Fabien, vous réussissez à vous exporter ou pas ? On a développé plusieurs projets en Europe, en Italie, Espagne. On était à Las Vegas il y a 2 semaines pour un client français. Donc en fait, on s'exporte, mais pour des clients français qui ont des besoins à l'étranger. Donc Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre, États-Unis. Cette semaine, c'est Berlin qui commence demain. Donc voilà, on est sollicité par nos clients français pour amener les outils efficaces, que ce soit à Paris, dans le sud de la France, que ce soit en Europe ou que ce soit mais c'est vrai que vous êtes dans le monde. Pour le coup sur une niche. On est sur une niche, on ne parle pas du même marché ni des mêmes clients. Nous, on s'adresse aux directeurs communication, aux directeurs marketing qui ont envie de trouver des nouveaux supports, qui sont là pour les aider, pour renforcer leur message de communication, comme on le disait tout à l'heure, effet waouh, créer de l'émotion. Voilà, c'est notre cible. On est indirectement, on touche indirectement le grand public parce que c'est eux qui sont visés en deuxième ligne via nos supports. Mais voilà, pour qui on souhaite aider leur façon de communiquer, c'est vraiment les DIRCOM et les directeurs marketing. Et on ne touche pas le grand public, comme on disait, dans une salle de cinéma qui est enfermée. Là, on joue live au quotidien, que ce soit du marketing, du street marketing, donc des visiteurs, des audiences qui sont dans leur vie courante, en train de se balader, que ce soit sur au mondial de l'automobile ou que ce soit dans un magasin, dans une grande surface, sur un showroom. Voilà. Vous restez avec nous, on va continuer ce débat pour son dernier quart d'heure. Malheureusement, ça passe toujours trop vite. Restez sur BFM Business et dans Paris d'Avenir. À tout de suite. Avenir qu'il faut construire et peut-être garder en France, puisqu'on a des outils d'innovation et des entreprises que vous représentez, messieurs, dames, ce soir, qui sont innovants en France. Quand on est entrepreneur, jeune, Cécile, vous avez quel âge, 27 ans, c'est ça, qu'on a monté son entreprise il y a 2-3 ans, qui a été plusieurs fois primée. Là, vous êtes un peu dans le creux peut-être d'une vague qui ne peut être que positive, mais qu'est-ce qui vous manque pour remonter sur la deuxième vague? Donc en fait, ce qu'on cherche clairement des fonds en fait pour développer l'entreprise internationale et aussi élargir la gamme produits de Stereolabs. Donc actuellement, en fait, on recherche des investisseurs en fait. Vous voyez votre logiciel Stereolabs là pour le coup démocratisé dans combien de temps? Chez les particuliers, dans combien de temps? Alors nous, en fait, on va jamais être chez les particuliers, on va directement plutôt sur les caméras. Donc d'ici 1 ou 2 ans, oui. Est-ce qu'il est possible que vous deviez fermer la boutique, je vous le souhaite pas du tout, mais si il vous faut vraiment cette levée de fonds qui est programmée pour quoi, juin prochain, c'est ça? Voilà, juin prochain. Oui, il le faut pour être aujourd'hui compétitif à l'international. C'est sûr qu'il faut mettre les moyens. Et est-ce que vous avez des concurrents aujourd'hui? Est-ce que vous occupez vraiment une niche? Ouais. Donc on a des très gros concurrents, donc c'est pour ça qu'il faut des gros moyens en fait. Donc voilà, l'appel est lancé pour une levée de fonds du côté de Stereolabs. Thomas, même combat? Même principe pour nous. Nous, c'est peut-être pas aussi vital la levée de fonds, puisque nous, la levée de fonds, c'est vraiment pour booster l'effort et recherche et développement. Évidemment, beaucoup pour l'international aussi, parce que ça coûte énormément d'argent et il y a beaucoup de marchés à investir. Mais on recherche aussi du monde. On recrute également et des développeurs,
plutôt profil ingénieur quand même, développement, et des infographistes 3D. C'est-à-dire on a besoin de cerveau et de créatif, les deux n'étant pas incompatibles. Parce que le problème de cette activité extrêmement diversifiée, on l'a vu par le plateau qui a été réuni ce soir, c'est qu'il y a aussi de temps en temps des secteurs d'activité qui meurent de leur belle mort et qu'il faut savoir oublier dans la 3D ou quand on est dépassé par les événements. Oui, effectivement, c'est un métier qui évolue très très vite. Tant au niveau des... Donc on est dans les technos purs là. Là oui, là pour le coup, ce sont des choses qui évoluent très vite, tant au niveau des technologies, mais même au niveau des affinités du public, au niveau des affinités marketing, puisque il y a aussi un phénomène de mode. Donc on est obligé de surfer avec tous ces paramètres, et donc on doit être très réactif. Pour ça, on est obligé d'avoir des profils très complets au niveau des personnes, au niveau de la production, dans les équipes de prod, et il faut savoir s'adapter. Gros de l'investissement, il est en R&D donc, à chaque fois et tout le temps. Il y a une grosse part dédiée à la recherche et au développement. Oui. Chez nous, en interne, ça se symbolise par le développement d'une plateforme. On parlait des salons virtuels qui sert de base justement à l'établissement de tout événement virtuel qui peut être réalisé, et ça, je dirais, quelle que soit la taille de l'événement. Et c'est en ça qu'on vient en complément vraiment d'un événement physique. Et tout ça, ce développement, effectivement, c'est de la recherche et du développement. Parce que il faut renouveler le web. Bon, il faut vraiment rentrer dans le web 3.0. On l'a évoqué il y a très longtemps. Cette idée-là, on y est maintenant, et on est les acteurs du web 3.0. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Et ça passe par une levée de fonds, entre autres, et des équipes de production au top. Michel Patrick Lauré, vous, c'est donc cette petite boîte expert ça fait partie, en imagerie 3D que vous avez développée. Et c'est quoi votre avenir, votre pari d'avenir? Je suis en association avec celui qui l'a créé. D'accord. J'ai 3 projets actuellement. Donc ce projet-là, qui peut paraître un peu curieux, parce qu'en fait, on va présenter une image argentique dans ce boîtier, mais ça permet à toute personne, sans ordinateur, sans lunettes, sans rien, d'avoir sa petite salle de cinéma et de découvrir ce qu'est cette fameuse image 3D dont on parle tous. Mais sans savoir exactement ce que c'est. Deuxième projet, c'est de faire un magazine internet avec des images 3D, puisque je pense que des sujets comme l'aéronautique, le sport automobile, le design... Prête bien. S'y prête très bien. Et alors la mode également, parce que c'est absolument fabuleux. Alors, même si les modèles sont très minces, donc on pourrait croire que a priori elle manque de relief, ce qu'elle porte, en revanche, est hautement intéressant. Et la technique stéréo permet de mettre en valeur la création de nos créateurs, de ce syllogisme. Et puis, troisième projet, une exposition d'images, justement, qui est un projet qui devrait pouvoir voir le jour en 2013, j'espère, en tout cas. C'est de faire une grande exposition sur écran plasma d'images de grande dimension, de haute résolution. Pour vous donner un ordre d'idée, nous utiliserions des écrans qui feraient 4000 points sur 2000 lignes, donc 8K. C'est de la très haute définition pour des écrans plasma. Et pourquoi plasma? Parce que nous pourrions mettre les écrans d'une manière en mode portrait, et ainsi nous pourrions présenter nos reportages stéréoscopiques de mode pour permettre au public de voir le défilé comme s'il était devant, avec un mannequin grandeur nature et une précision d'image que seul cet écran permet. Les défilés de couture pour tous. Voilà, ça c'est un beau rêve. C'est un beau rêve. Je pense que la haute couture fait partie, comme la F1, comme tout ce qui est de très haute technologie, mais là c'est du domaine de l'esthétique. Ça fait partie des choses qui nous font rêver et qui nous rendent la vie plus agréable. Fabien Rigaud, vous, votre prochaine étape, c'est quoi? C'est de remplacer le journaliste par un hologramme, c'est ça? Effectivement, on travaille sur... Ah non, mais dites pas ça. plus en plus innovant. Donc voilà, nous, notre but aujourd'hui, c'est de maintenir le portefeuille produit fiable et de développer et de continuer de le vendre, parce qu'on n'est pas du tout dans le mass market, on est sur un marché de niche. Donc voilà, les produits que nous proposons restent inconnus pour une très très grande partie du public. Donc maintenir ces technos-là sur encore 2-3 ans, après ils seront plus innovants, on va les changer. Donc on est sur... Ah, c'est 2-3 ans le cycle? 2-3 ans. Ouais. 2-3 ans, c'est le temps pour la surprise, et au bout de 3 ans, et je pense que ce délai-là va se raccourcir de plus en plus, parce que les nouvelles générations sont habituées. Un enfant avec une tablette tactile trouve ça normal, donc il faut trouver des nouvelles choses, aller plus loin, plus vite, plus fort. Donc voilà, on est dessus, on y travaille. Il y a beaucoup de choses dans le pipe, des super projets qui vont venir dans les 6 mois, 1 an. C'est pas fatigant de travailler toujours comme ça avec des deadlines raccourcis? Non, mais c'est une vraie question. Les deadlines, non, c'est nous qui
nous les imposons, c'est aussi une passion pour ces supports audiovisuels. On a la chance que ces supports-là deviennent de plus en plus abordables, donc on peut en mettre de plus en plus de différentes façons, avoir une mise en scène créative avec ces supports. Et non, c'est super excitant d'aller vite et d'avoir la chance de développer ces